Bonjour, je suis une femme d'une quarantaine d'années qui réfléchit à diverses expériences de vie. Je me souviens d'une période difficile de ma jeunesse et je vous raconte mon histoire. À la suite de la séparation de mes parents, j'ai vécu avec ma mère résiliente, qui gérait seule un restaurant prospère. Malgré son emploi du temps chargé, elle s'assurait que je mangeais des repas nourrissants et supervisait mes études, ne ménageant pas ses efforts pour m'élever. Le fait d'avoir grandi sans père a influencé mon désir d'établir rapidement une famille stable. Après l'université, le destin m'a fait rencontrer mon mari au travail. Malgré mes réserves initiales sur le fait qu'il ne correspondait pas à mon type idéal, sa persévérance et son dévouement m'ont conquise au cours de nos 2 années de fréquentation. Lorsque le mariage a été proposé, j'ai hésité, en partie parce que mon mari ne connaissait pas ma mère et qu'il craignait d'être jugé sur mes antécédents familiaux. Mon mari, sentant mes appréhensions, m'a assuré qu'il s'engageait à être un fils attentionné envers ma mère et à bien me traiter. Alors que j'avais des réserves quant au jugement sur les antécédents familiaux, il a répliqué en soulignant la nature chaleureuse et compréhensive de ma mère, dissipant ainsi mes inquiétudes. Bien qu'il n'ait pas rencontré ma mère, il l'a appelée avec assurance sa belle-mère, ce qui m'a procuré un sentiment de réconfort inattendu. Pourtant, mon hésitation persistait, alimentée par des rumeurs sur le discernement de sa mère en matière d'antécédents familiaux. Mon mari, sensible à mes préoccupations, a reconnu la réputation de sélectivité de ma mère, mais m'a rassuré en me disant qu'elle donnerait la priorité à la chaleur et à la compréhension plutôt qu'au jugement fondé sur la structure familiale conflictuelle. J'ai eu du mal à prendre la décision, invoquant la prudence dans une question aussi importante pour la vie. En réalité, mon mari aimait se retrouver dans des lieux animés, ce qui contrastait avec ma préférence pour une soirée tranquille à la maison. La gestion de ces différences a rendu notre relation plus complexe, mais elle a aussi été l'occasion d'une évolution et d'une meilleure compréhension entre nous. Je préférerais passer du temps seul plutôt que d'être constamment en groupe. Ces aspects me dérangeaient également. Cependant, il a persisté à essayer de me convaincre. Je réduirai le temps que je passe à aller boire des verres avec mes amis et je ferai ce que vous voulez. Je suis prêt à faire les courses avec vous le week-end, et nous pouvons aussi passer du temps ensemble à lire des livres et à cuisiner. Oui, c'est tout à fait possible. Finalement, il a réussi à me convaincre. Je me suis promis de ne pas le laisser me manipuler pour l'épouser, mais ce qui m'a fait hésiter, c'est de savoir qui m'aimerait autant que mon mari. Lorsque mon mari est venu rencontrer ma mère à la maison, elle lui a serré la main et lui a dit « Janice a grandi sans père, c'est une enfant très solitaire. J'espère que tu comprendras et que tu l'aideras à soulager sa solitude. » Lorsqu'elle a dit cela, j'ai eu les larmes aux yeux. Je n'avais pas réalisé qu'elle savait à quel point je me sentais seule. J'avais essayé de ne pas le lui montrer, mais comme toujours, ma mère savait tout de moi, et cela me peinait profondément. Après la visite de mon mari, je suis allée chez lui. J'ai acheté divers cadeaux, notamment des compléments alimentaires coûteux et des parfums de marque. J'étais très anxieuse, mais heureusement, ma future belle-mère n'était pas difficile. Lorsqu'elle m'a interrogée sur les rumeurs selon lesquelles le père de mon fils était décédé pendant ses années de lycée et que j'étais veuve depuis, j'ai réalisé que si j'avais été exigeante à ce sujet, cela m'aurait fait paraître étrange. Je pense que ta mère est formidable d'avoir élevé une fille aussi merveilleuse que toi, a-t-elle dit. Et j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Il semble que ma belle-mère ait été très intéressée par le grand restaurant de ma mère. Je n'avais pas réalisé que l'intérêt qu'elle portait à mes antécédents familiaux était en fait une inspection de notre situation financière. J'ai donc pensé qu'elle complimentait simplement ma mère. Notre mariage a progressé rapidement et nous avons choisi une belle journée d'automne pour notre cérémonie de mariage. Mon mari a fait preuve de dévouement, et même s'il aimait sortir et passer du temps avec ses amis, il s'efforçait de passer les week-ends avec moi. Sa mère n'a jamais eu d'exigence déraisonnable à mon égard. Je lui rendais visite seule tous les week-ends, mais à moins qu'il n'y ait une occasion familiale importante ou des tâches ménagères, elle me laissait avoir mon propre temps libre. Cependant, ces moments de liberté n'ont duré que 3 ans après notre mariage, car, comme le dit le proverbe, un léopard ne peut pas changer ses taches.
Mon mari a commencé à passer de plus en plus de temps en dehors de la maison. J'ai compris qu'il était trop contraignant pour lui d'être toujours à la maison et qu'il voulait sortir boire avec ses copains. Néanmoins, il s'est mis à sortir tous les jours pour aller boire un verre avec ses amis. Au départ, je l'ai perçu comme quelqu'un qui aimait socialiser avec ses amis autour d'un verre. Il semblait que rester à la maison était trop contraignant pour lui. Cependant, il est soudainement redevenu lui-même et a commencé à réserver un appartement pour tout le week-end afin de passer du temps loin de chez lui. Pendant ce temps, ma mère a rencontré un problème lorsque ses amis ont fait défaut sur un prêt qu'elle avait co-signé, ce qui l'a amené à céder son restaurant Prospère aux débiteurs. Sous le choc de cette situation, elle est tombée malade et a traversé une période de dépression. Par conséquent, j'ai dû délaisser mon mari pour m'occuper pleinement de ma mère. J'ai fait de fréquents allers-retours entre notre maison et celle de ma mère. C'est à cette époque que ma belle-mère m'a informé qu'elle avait l'intention de recevoir ses amis et m'a proposé de venir chez elle pour préparer un plat de bœuf. Elle a même eu l'audace de suggérer que nous allions plutôt dîner au restaurant. Malheureusement, ce jour-là, j'avais pris rendez-vous à l'hôpital pour ma mère, qui ne se sentait pas bien et devait subir des examens et des tests approfondis. Elle m'a fait remarquer avec sarcasme qu'elle paierait la note du dîner. Pensait-elle vraiment que je ne pouvais pas me le permettre ? Pensait-elle que j'étais indulgente avec elle depuis tout ce temps? Je voulais qu'elle me traite comme une belle fille, au lieu de donner la priorité à ses propres besoins. C'était choquant de voir à quel point elle avait soudainement changé d'attitude. Sans compter que je n'avais jamais négligé mes devoirs de belle-fille, je n'ai dû accompagner ma mère à l'hôpital que parce qu'elle n'avait personne d'autre sur qui compter. Pourtant, que ma belle-mère me fasse un tel reproche était tout à fait dévastateur. Ma mère m'a suggéré de me rendre plutôt chez ma belle-mère. Elle prétendait qu'elle pouvait se rendre seule à l'hôpital, mettant en avant son indépendance. Je ne pouvais pas être d'accord avec elle, ce n'était pas acceptable. Nous sommes donc allés ensemble à l'hôpital. J'avais toujours traité ma belle-mère avec respect et il n'était pas normal qu'elle m'empêche de m'occuper de ma mère malade. Nous ne vivons pas à l'époque victorienne. Après tout, j'ai rassuré ma mère en lui disant que je ferais quelque chose de gentil pour ma belle-mère une autre fois. J'ai persisté et j'ai accompagné ma mère à l'hôpital. Si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté pour le reste de ma vie. Il s'est avéré que ma mère avait un cancer de l'estomac, à un stade avancé. Je pense que le stress causé par la trahison de son ami et la perte de son restaurant l'ont affaibli. J'ai serré ma mère dans mes bras et les larmes ont coulé sur mon visage. Elle m'a assuré que tout irait bien et que je n'aurais pas à subir une mort prématurée. Malgré ce réconfort, l'envie de tenir mon petit-fils dans mes bras persistait. Je ne pouvais pas imaginer partir avant d'avoir connu cette joie. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une simple opération et d'un traitement approprié. Pendant que ma mère subissait l'opération et la chimiothérapie, ma belle-mère est restée silencieuse. Mon mari, lui aussi, a négligé les visites à l'hôpital lorsqu'il en avait le temps. Curieusement, ma belle-mère m'a reproché de ne pas cuisiner pour elle, ignorant que je traversais une crise de santé. Les mariés modernes, comme Janice, ignorent souvent leur belle famille pour des raisons de confort personnel. Janice, peut-être en raison d'un manque d'influence paternelle, a fait preuve d'un comportement irrespectueux. Elle a ouvertement dénigré ma famille, ce qui contraste fortement avec la personne que j'ai rencontrée au départ. Au début, elle a bénéficié de ma générosité, allant même jusqu'à se rendre dans des salons de coiffure coûteux à mes frais. Cependant, les rumeurs concernant sa cupidité et sa mentalité centrée sur l'argent se sont avérées exactes. Elle a dit du mal de ma mère, exprimant son mépris pour nos difficultés financières. J'avais espéré que la richesse de sa famille lui offrirait un filet de sécurité, mais aujourd'hui, elle est sans ressources. La charge de s'occuper d'eux pèse sur eux, d'autant plus que ma belle-mère a délibérément étalé ses problèmes financiers en ma présence. Mon mari et sa mère semblaient indifférents à ma douleur. Bien que j'ai envisagé le divorce, je ne pouvais pas supporter d'inquiéter davantage ma mère, convaincue que ma mère ne se remettrait pas de la perte du restaurant. J'ai choisi d'endurer les plaintes absurdes de ma belle-mère et la négligence de mon mari. J'ai continué à m'occuper de ma mère,
Même si sa santé se détériorait en raison de l'indifférence de mon mari et de son penchant pour les activités sociales, je ressens une intense tristesse chaque fois que je me souviens de cette journée. Tout a commencé lorsque ma belle-mère s'est plainte de n'avoir rien à manger et a exigé que je vienne lui faire la cuisine, malgré le fait que ma propre mère était dans un état lamentable et qu'elle avait besoin de ma présence. J'ai acheté à contre-séance des provisions et je me suis rendue chez ma belle-mère. Mon intention était de préparer rapidement quelques plats et de retourner à l'hôpital, mais elle a insisté pour que je mette la table et que nous fassions un repas ensemble. Les pâtes seront plus agréables si elles sont chaudes et fraîches, m'a-t-elle dit. J'ai essayé d'expliquer que je devais m'occuper de ma mère malade, mais elle m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de médecins et d'infirmières pour s'occuper d'elle. Elle a mis en doute ma capacité à aider ma propre mère et m'a suggéré de m'occuper d'elle en priorité. Irritée par ces paroles, je lui ai répondu. Ignorant la tension, j'ai commencé à mettre la table. C'est à ce moment-là que j'ai reçu l'appel dévastateur de l'hôpital m'informant du décès de ma mère. Submergée par le chagrin et la colère, je suis sortie en courant de la maison de ma belle-mère et me suis précipitée à l'hôpital sans me souvenir clairement de la façon dont j'y étais arrivée. Je me suis retrouvée à pleurer et à crier à côté du corps sans vie de ma mère. Curieusement, mon mari ne s'est présenté à l'hôpital qu'après les funérailles. À ce moment-là, j'avais déjà perdu tous mes sentiments pour lui, et je n'arrivais même pas à me mettre en colère. Comment aurais-je pu faire face à mon mari au milieu de ce chagrin? Il semblait pressé de quitter les funérailles. Et ma belle-mère n'est restée que brièvement le deuxième jour et est partie sans rien manger. Le lendemain, elle m'a appelé pour me demander de l'aider à cuisiner à nouveau, car il y avait beaucoup de restes du repas précédent. J'ai soupçonné qu'il s'agissait d'un nouveau stratagème pour nous manquer de respect, à ma mère et à moi. Sans dire un mot, j'ai raccroché le téléphone et me suis concentrée sur les rituels funéraires de ma mère après l'enterrement. À mon retour à la maison, j'ai eu la surprise de voir que ma belle-mère m'attendait. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, elle a commencé à me couvrir d'une poignée de sel. Et, sors d'ici, vous êtes ici, un groupe démuni, mais vous manquez de respect envers votre belle-mère. Par conséquent, je ne souhaite pas avoir une belle-fille comme vous, alors quittez ma résidence. Je ne veux pas que l'énergie négative de votre misérable mère affecte notre maison, alors faites demi-tour et partez avec le sel que vous m'avez jeté. Je suis restée là, à regarder mon mari qui était assis sur un canapé derrière sa mère. Sans aucune émotion, il a enlevé sa chemise et s'est allongé sur le canapé, en allumant la télévision. Ma belle-mère a mis la chemise de mon mari dans un sac en plastique et me l'a jetée en criant « Prends ton père avec toi en partant, cela porte malheur car cela vient de l'enterrement. Prends-les donc avec toi. » Mon mari n'a pas tenté d'arrêter sa mère et semblait épuisé par la situation. Il s'est contenté d'augmenter le volume de la télévision, car je me sentais moi aussi épuisée par les funérailles. En plus du chagrin causé par le décès de ma mère, je n'avais pas l'énergie nécessaire pour me disputer avec ma belle-mère et mon mari. Cependant, j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester dans ce foyer. J'ai repoussé ma belle-mère, qui essayait de m'empêcher d'entrer. Et j'ai emballé à la hâte mes affaires dans la chambre avant de partir. Je me suis réfugiée chez une amie et j'ai passé mon temps à verser des larmes. Je pleurais la perte de ma mère et j'étais très en colère contre la façon dont mon mari et ma belle-mère me traitaient, maintenant que ma mère n'était plus avec moi. Cependant, je savais que je ne pouvais pas continuer dans un tel état. J'ai donc rassemblé tout ce que j'avais et j'ai loué un petit studio. Ensuite, j'ai commencé à chercher un emploi. Même si j'avais occupé un bon poste auparavant, j'ai eu du mal à trouver un emploi en raison de circonstances récentes. Heureusement, grâce à une recommandation de mon ami, j'ai trouvé un emploi dans le bureau administratif d'une maison de retraite. Les tâches n'étaient pas trop exigeantes et je me suis facilement adaptée au rôle. J'ai travaillé avec diligence, déterminée à être autonome. Mon ex-mari m'a rendu visite à plusieurs reprises, me pressant de revenir. Il se demandait combien de temps j'avais l'intention de bouder et de rester dehors comme ça. Cependant, j'ai vu clair dans son inquiétude feinte et j'ai demandé pourquoi je devais retourner dans une famille qui me reprochait d'être porteuse de malheur à cause du décès de ma mère. J'ai vu ses véritables intentions.
Trouver quelqu'un pour cuisiner et s'occuper de lui lorsqu'il rentrait à la maison en état d'ébriété et pour apaiser sa mère. En réponse, mon mari a simplement froncé les sourcils et est parti. Quelques jours plus tard, il m'a renvoyé les papiers du divorce, signé « C'est ainsi que notre mariage s'est terminé », et j'ai continué à travailler assidûment à la maison de retraite, même si ce n'était pas mon obligation. J'aidais volontiers à nettoyer les zones où résidaient les personnes âgées. De temps en temps, je voyais Monsieur Alan Thorpe et un autre pensionnaire discuter ensemble, et ils étaient devenus amis. Quelque chose dans leurs échanges me rappelait ma mère. Et je me suis donc intéressée de plus près à leur bien-être. Le directeur de la maison de retraite a salué mes efforts et m'a accordé une prime. J'ai apprécié cette reconnaissance, car j'avais beaucoup à faire, mais j'ai réussi à prodiguer des soins exceptionnels aux résidents âgés. C'était plus qu'un simple travail pour moi, mes parents avaient divorcé quand j'étais jeune et ma mère était décédée récemment. D'une certaine manière, ces pensionnaires faisaient partie de ma famille et je m'occupais d'eux par souci d'authenticité. Cependant, il n'a pas toujours été facile de satisfaire tout le monde et de remplir le rôle de parent de substitution. C'est une chose avec laquelle on est ou pas. L'idée de devenir directrice de maison de retraite agréée ne m'avait pas traversé l'esprit jusqu'à ce que quelqu'un me le suggère. J'ai pensé qu'il serait bénéfique que la directrice m'encadre. J'ai donc suivi ses conseils avec diligence et j'ai obtenu un certificat d'assistante sociale. J'ai ensuite suivi les cours nécessaires pour devenir directrice de maison de retraite agréée. Mon patron a reconnu mon expérience en matière de soins aux personnes âgées, ce qui a permis de valider les heures dont j'avais besoin. Même en gérant d'autres travailleurs sociaux dans le bureau administratif, j'ai toujours veillé à donner la priorité au bien-être des résidents et à créer un environnement confortable pour eux, tout en respectant les contraintes budgétaires. Cette approche s'est avérée efficace, car notre maison de retraite a acquis une réputation d'excellence et de plus en plus de personnes ont souhaité faire partie de notre communauté. Un jour, un homme d'une cinquantaine d'années s'est approché de moi. Je pensais qu'il voulait des informations sur l'admission de ses parents, mais il m'a demandé si j'étais Janice Anderson et s'est présenté comme l'avocat de Monsieur Alan Thorpe. Monsieur Thorpe, l'homme âgé en question, était récemment décédé. Je m'étais particulièrement intéressée à lui, car j'imaginais qu'il avait à peu près l'âge qu'aurait eu mon propre père. Même au milieu de mes tâches administratives, je prenais souvent le temps de l'aider dans ses soins personnels et de l'accompagner à l'extérieur dans son fauteuil roulant. L'avocat a révélé que Monsieur Thorpe disposait d'un patrimoine important et qu'il n'avait pas d'enfant. Initialement, il avait l'intention de tout donner à une organisation à but non lucratif, mais il a modifié son testament avant son décès. Il m'a légué environ 20% de son patrimoine, qui s'élevait à environ 5 millions de dollars. J'ai été pris de court lorsque j'ai appris la nouvelle. C'était totalement inattendu et je ne savais pas quoi faire. À l'époque, le directeur de ma maison de repos avait de nombreuses préoccupations concernant l'amélioration et l'agrandissement des installations. J'ai donc décidé d'investir dans la maison de retraite, Janice. J'espère que vous êtes d'accord avec cela. Je ne peux pas prédire les résultats à l'avenir, il se peut donc que vous subissiez des pertes. Néanmoins, je n'ai pas trouvé de meilleure façon d'utiliser l'argent. Vous m'avez incroyablement soutenu lorsque les choses étaient difficiles pour moi, et je suis reconnaissant de pouvoir vous aider en retour, surtout si l'on tient compte de votre jeune âge. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi loyal que toi, Janice. Travaillons dur ensemble. Émue par la situation, ma directrice avait les larmes aux yeux et me tenait chaleureusement la main. Nous avons fini par acheter un bâtiment adjacent, ce qui nous a permis d'augmenter le nombre de chambres d'hôpital et d'autres installations. Cela nous a permis d'accueillir plus de personnes âgées, car nous ne pouvions pas en accepter davantage en raison du manque de chambres disponibles. La réputation de notre maison de repos s'en est trouvée améliorée. Un jour, mon mari m'a appelé pour me demander comment j'allais. Il avait entendu dire que je dirigeais désormais la maison de repos et que tout semblait aller pour le mieux. Je n'avais aucune idée de l'endroit où il avait entendu cela, mais je n'ai pas ressenti le besoin de lui expliquer. Je lui ai fait comprendre qu'il ne devait pas s'adresser à moi avec des termes aussi affectueux, car je n'étais plus sa chérie. Il est resté sans voix et a raccroché le téléphone. Quelques jours plus tard,
mon ex-belle-mère m'a rendu une visite inattendue à la maison de retraite. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de la rencontrer, mais elle a fait irruption dans mon bureau et s'est mise à sangloter sur sa situation malheureuse. Apparemment, on lui avait diagnostiqué un cancer. Elle m'a supplié de l'admettre dans la maison de retraite, en soulignant l'excellence de ses installations et la qualité de sa nourriture. Je lui ai expliqué qu'elle ne pouvait pas être admise, car elle n'était pas une priorité. Je lui ai suggéré d'essayer d'aller dans un hôpital ordinaire, mais elle a déploré le fait qu'elle ne remplissait pas les critères d'hospitalisation. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si froid avec elle et m'a rappelé les moments que nous avions partagés dans le passé. Cependant, ces souvenirs n'avaient plus aucune valeur sentimentale pour moi, surtout lorsque je pensais au fait que je n'avais pas pu être aux côtés de ma propre mère pendant ces derniers instants. J'ai exprimé ma déception à l'égard de ses actions, car elle était seulement venue me voir en quête d'une vie plus confortable et avait exigé d'être admise. J'ai interrogé sa conscience et lui ai fait comprendre qu'une personne aussi capable et en bonne santé qu'elle n'avait pas sa place dans notre maison de retraite. J'ai souligné qu'il n'y avait pas lieu de se vanter d'être atteint d'un cancer de la thyroïde à un stade précoce, ni de s'en servir pour obtenir un traitement de faveur. Je me demande pourquoi Dieu a pris ma mère, qui menait une vie diligente et gentille, alors que quelqu'un comme vous, qui manipule et utilise les autres, continue d'exister. Peut-être Dieu a-t-il besoin d'individus vertueux. J'essaie de croire que vous avez du mépris pour ceux qui n'ont pas de moyens financiers. Je n'ai personne à qui je pourrais présenter quelqu'un comme vous, alors j'espère que vous comprenez pourquoi je me suis éloigné de vous. Cependant, vous vous êtes accroché à ma présence et avez demandé pourquoi je m'attardais sur le passé. Cela m'a mis en colère. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et mon superviseur est entré dans le bureau, déversant son mépris sur ma belle-mère. C'était la première fois que j'étais témoin d'un tel traitement à l'égard d'une personne se disant malade, mais je ne peux pas tolérer cette façon de vivre. Si vous aviez un peu de morale, vous auriez repoussé votre belle-fille à son retour de l'enterrement. Comment pouvez-vous maintenant venir ici et exiger son aide, ce qui fait que les gens du premier étage murmurent et s'interrogent sur votre audace. Ma belle-mère, sentant le poids de leur jugement, s'est frappé le visage et est partie précipitamment au milieu de la foule. Mon superviseur s'est excusé pour le dérangement et a résolu la situation. Bien qu'il soit regrettable que mon ancienne belle-mère soit tombée malade et qu'elle ait reçu son juste désert pour le mal qu'elle m'a causé lorsque ma mère était mourante, cela m'a semblé insignifiant. Ni ma belle-mère ni mon mari n'ont pris contact avec moi par la suite. J'ai appris plus tard que mon ex-belle-mère avait cherché de l'aide auprès de nombreux travailleurs sociaux et organisations, mais qu'en raison de son mauvais traitement des autres et de son manque d'assistance, elle avait été contrainte de résider chez un parent dans une zone rurale. Je n'ai plus entendu parler de cet incident, qui s'est produit il y a 5 ans. Je continue à travailler sous la direction du même directeur à la maison de retraite. Récemment, j'ai rencontré une personne aimable et nous avons commencé à nous fréquenter. Je ne sais pas si nous nous marierons, mais j'ai l'intention de me consacrer à mon travail. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon histoire. J'espère que vous menez tous une vie épanouie, tant sur le plan du bien-être que de la santé. N'hésitez pas à me souhaiter bonne chance et à me faire part de vos commentaires avisés dans la section ci-dessous. Le fait d'aimer et de s'abonner me soutiendrait grandement. Je vous souhaite une excellente journée.